Le nombre de voix présentes est de 8144 voix, avec 173 délégués, soit un pourcentage de participation de 88,10%. L'Assemblée générale peut donc valablement délibérer. C'est un vrai plaisir de vous retrouver et d'ouvrir cette Assemblée générale un peu particulière, 2 assemblées générales la même année, qui vient clore l'exercice 2019 et engager 2020. Ce propos, on aurait pu le commencer en évoquant, entre autres sujets, la 12e victoire de Rafael Nadal, qui réalise une saison exceptionnelle dans un stade enfin étendu, du cours Simone Mathieu, réussite architecturale mondiale, jusqu'au fond des Princes et son cours 14, arène à succès dès les qualifications. Ou encore de la métamorphose du Philippe Chatrier, auquel il ne manque plus que 3 ailes. La 9e est en train de monter pour être le central de nos rêves et le plus beau cours du monde. Ou encore les résultats de nos jeunes filles et jeunes garçons qui gravissent la boucle internationale grâce à une mobilisation éducative et sportive conjuguée de leur famille, de leur coach, de leur club et bien sûr de vous, nos ligues et nos départements que vous représentez aujourd'hui. J'aurais pu aussi évoquer le succès de notre plan ADCP qui va porter le soutien fédéral au club et son impact en termes de travaux à un niveau jamais atteint depuis 40 ans. Rappelez-vous, c'était en 1980, le plan 5000 cours et bien d'autres sujets encore. Mais laissons aux différents intervenants, entre hier et aujourd'hui, le soin de présenter le détail de ces sujets au cœur de leur domaine de compétences ou de responsabilité, comme autant de réalisations de notre gouvernance. Cette gouvernance qui, dans une organisation mondiale fractionnée, nous assure désormais la compétitivité indispensable avec les autres tournois du Grand Chelem, mais aussi avec l'ATP et la WTA. Aujourd'hui, notre directoire, à savoir le comité exécutif, vient vous rendre compte de son action, des résultats obtenus, et le conseil de surveillance, à savoir le CST, viendra également tout à l'heure faire son rapport d'évaluation et de contrôle. Et le premier tableau de notre gouvernance, c'est cette cartographie autour du COMEX et des commissions fédérales, je le rappelle, composées de nos représentants de ligue, avec une nouvelle densité des moyens de concertation, de contrôle et de transparence. Avec le CST, donc, qui a trouvé son rythme et sa place en termes d'évaluation, de contrôle, mais aussi d'innovation. Rappelons-nous, le projet licence n'était pas au départ dans le projet Agir et Gagner. Avec le Conseil des présidents de ligue, consulté pour toutes les modifications concernant la vie des ligues et des territoires. Avec les congrès interrégionaux, véritable espace de radiographie et de co-construction des actions. Et le congrès fédéral, à la fois vitrine et caisse de résonance. Mais aussi avec le comité financier, qui a su implanter une culture des objectifs qui permet d'analyser la mise en œuvre du projet fédéral et demain, si vous le validez, d'arbitrer sur des différents locaux. Avec le comité d'éthique, dont nous entendrons le rapport, et puis avec le dernier venu de notre organisation qui complète ce tableau, le comité des risques, composé d'auditeurs experts indépendants de haut niveau, dont le plan d'intervention a été validé par le COMEX et le CST. C'est pourquoi il m'était apparu nécessaire de brosser ce tableau de notre gouvernance qui ne peut être réduit au seul COMEX. Notre système, directement inspiré du rapport L'Appartient sur la gestion des grandes fédérations en 2012, est unique, car nous sommes une fédération unique. La seule fédération de clubs au monde qui organise chaque année un championnat du monde.
Mais il nous manquait un élément essentiel, l'ossature invisible de l'ensemble, un système de valeurs. Nous l'avons co-construit avec l'ensemble de nos collaborateurs. Ce système se compose de 3 valeurs socles, le respect, l'esprit d'équipe et l'exigence. Et ceci doit être facteur, créateur de confiance et conduire au succès. OAUX, succès de tout niveau et de toutes sortes. Car le succès, c'est comme un fleuve qui, d'amont en aval, se nourrit de tous les affluents pour grandir et tout fertiliser sur son passage. Alors, pour objectiver ce système de valeurs conduisant au succès, quoi de mieux que la belle histoire de ce trophée ramené à la maison par notre équipe de France de Fed Cup. Jugez plutôt. Nous l'attendions depuis 16 ans. Et en fait, il nous aura fallu très exactement 941 jours pour y parvenir. C'est le temps qui s'est écoulé entre la réunion du 13 avril 2017 que nous avons eue avec Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet, et le 10 novembre 2019, jour de la victoire de Perth. Ce jour-là, en avril 2017, à 10 jours du barrage de Roanne contre l'Espagne, nos joueuses, atteintes dans leur dignité professionnelle et même vexées par la façon dont la fédération les avait traitées après leur campagne de 2016 jusqu'à la finale de Strasbourg, étaient venues nous exprimer leur mal-être. Alors la valeur respect. Nous les avons respectées dans leurs demandes. Et on est reparti d'une feuille blanche sur laquelle on avait écrit en gros « Gagner la Fed Cup ». 10 jours plus tard, à Roanne, elle gagnait le barrage contre l'Espagne, sans coup férir, qui nous maintenait dans le groupe mondial. La valeur esprit d'équipe. Pour sauver la patrie et nous maintenir dans le groupe mondial en 2017, puis en 2018, la victoire contre la Belgique. Et malgré la défaite contre les Américaines, la volonté des filles de récupérer Caroline ne faiblissait pas. La valeur exigence. Cette volonté de gagner, Kristina l'exprima de nouveau au début janvier de cette année. Exigence forte d'une leader, désormais incontestable. Nouvelle organisation avec un DTN restauré dans son rôle de patron des équipes de France. Le fameux article 10, que les joueurs et les joueuses commencent à connaître. Le DTN est le patron. Nouveau capitaine et une mission claire donnée par Pierre à Julien, réunir la meilleure équipe de France. Pierre et Julien ont établi la stratégie de l'Union sacrée. Et Julien, investi de cette mission, a su les convaincre de s'unir. Ce fut compliqué, déroutant parfois, mais à eux deux, je pourrais dire à eux trois, avec Thierry Champion, ils ont su recréer la confiance et les conduire au succès. Les jeunes filles, vexées de 2017, étaient devenues des femmes épanouies. La conquête les avait réalisées. Elles peuvent désormais nourrir d'autres ambitions. Respect, esprit d'équipe, exigence, notre système de valeurs a fonctionné. Les Australiennes, qui attendaient ça depuis 46 ans, n'en sont toujours pas revenues. Nous avons agi, elles ont gagné. Et puis, un succès, un bonheur, doit se célébrer et se partager. Et début janvier, seront distribués 40 000 posters dédicacés, tels que celui encarté dans le numéro de Tennis Info. Nous tenons à ce que toutes les jeunes filles puissent l'avoir chez elles pour rêver à leur tour à de futurs succès. Se réjouir de ce succès en Assemblée générale, c'est aussi se rappeler la décision que nous avons prise à bulletin secret dans cette formation le 22 juin 2018 pour la Coupe Davis.
décision qui m'a conduit à voter en faveur de la réforme, laquelle obtint 72% des voix à l'Assemblée générale de l'ITF à Orlando 2 mois plus tard. 10 des 16 nations du groupe mondial ont voté la réforme. Avec 96 voix de majorité sur les 400 voix en présence, ce n'étaient pas les 12 voix de la France qui allaient interrompre une histoire voulue par les joueurs eux-mêmes lors de leur réunion en septembre 2016 à l'US Open et soutenue par leurs nations respectives. Alors, reste un problème. Les compétitions internationales par équipe, ont-elles encore un avenir dans le tennis professionnel moderne? Comment conjuguer les attentes totalement opposées des fans et des pros? Le débat est ouvert, et je dirais même que c'est le cœur du débat. Mais il est un débat que chacun passe un peu sous silence. L'impact populaire réel de ces épreuves professionnelles par équipe sur le développement de la pratique. On oublierait presque les difficultés qui furent les nôtres à enregistrer les 10 000 licences pourtant offertes par notre partenaire BNP Paribas après la victoire de 2017 à Lille. Désormais, ce sont les nations qui ont repris la main avec l'ITF pour installer un nouveau format pour désigner la nation championne du monde. On a beau dire, ce sont bien les joueurs actifs, en carrière, qui font l'histoire, et pas les historiens. D'ailleurs, aucune des nations demi-finalistes, ni leurs dirigeants, ni leurs joueurs, ni même leurs supporters ne se sont plaints de leur semaine à Madrid. Au contraire, ils ont communié ensemble et au final, c'est bien la meilleure nation, avec le numéro 1 et le numéro 9, qui l'a emporté. Notre action, notre gouvernance dans son ensemble, avec ses différentes composantes, et pas uniquement le COMEX, vise à répondre sans cesse à ce questionnement. Comment faire contribuer tout notre écosystème à un projet commun qui est de gagner? Et c'est d'ailleurs un des axes d'analyse qui a été choisi par nos experts indépendants du comité des risques. Gagner des titres, des licenciés ou des pratiquants, des moyens financiers, mais aussi des compétences. Comment organiser le tout dans le respect de chacun, et qui plus est, dans un univers de bénévoles auquel on ne peut ni quémander, ni commander, tout simplement demander. Cette saison 2019, je l'ai passée pour une bonne partie sur le terrain. Dès le mois de novembre 2018, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Et je suis allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie avec Alain, avec ce besoin d'être proche de vous, pour prendre le pouls du programme Agir et gagner sur le terrain. Certains ajustements dans notre action ont pu être rapidement intégrés par le COMEX, comme par exemple l'avis du comité départemental sur les dossiers de la DCP ou de l'ANS, ou encore l'aide apportée aux ligues pour restructurer leurs effectifs. Hugues l'évoquera tout à l'heure. Le constat global, mais qui n'est pas nouveau, c'est l'extrême diversité des territoires. Une évidence. Mais la création des grandes ligues fusionnées a accru le besoin de proximité, qui reste un engagement majeur. L'engagement numéro 5 d'Agir et gagner, franchir une nouvelle étape dans la démarche de proximité et de soutien aux clubs et à leurs dirigeants. Et on pourrait ajouter à leurs enseignants professionnels. Cette nouvelle étape a un nom, certes un peu compliqué, la subsidiarité. La subsidiarité, c'est donner la priorité au comité départemental dans sa relation avec les clubs pour le développement et le repérage, avec le renfort, si nécessaire,
de la Ligue, ce sont ces nouvelles règles de vie commune que certains pratiquent déjà, que nous vous proposons d'adopter. Mais la vraie nouveauté, c'est le regard différent porté sur les clubs au travers de la matrice fédérale. Cette nouvelle optique bouscule un peu un découpage très administratif de notre fédération pour faire apparaître une réalité incontestable. Les 3/4 des licenciés sont dans le tiers des clubs. Et de plus, cette approche éclaire d'un jour nouveau le rôle moteur des clubs qui se situent entre 130 et 500 licenciés. Je veux parler des clubs verts et mauves. D'abord, ils représentent la majorité des licenciés. Mais ensuite, et surtout, ils réalisent les 2/3 des objectifs, par exemple d'adhésion à TENUP ou de pratiques, comme le déploiement des matchs libres. On aurait parfois peut-être un peu tendance à l'oublier. Ce sont les clubs qui produisent le jeu et les joueurs. Et la présence de cette catégorie de clubs C ou D, parfois juste 2 ou 3, sur certains petits départements, où pour l'instant, l'action fédérale n'a pas atteint les minima requis, pourrait constituer des points d'appui importants et crédibles. D'ailleurs, un club C ou D, où qu'il soit, même en Outre-mer, peut être parmi les meilleurs clubs français en termes d'objectifs de pratique. On le voit d'ailleurs par la présence en bonne place de clubs ultramarins dans le palmarès des clubs Galaxy Tennis. On a même vu en métropole ces fameux clubs C ou D faire matcher plus d'enfants que les très grands clubs E ou F, voisins, clubs dont les dirigeants commencent à réaliser qu'il faut peut-être activer un peu plus leurs ressources. Ce palmarès, d'ailleurs, sera publié chaque trimestre et bientôt disponible pour chacun sur Admin. Il favorise une saine émulation entre les clubs et crée de nouveaux repères pour le dirigeant. Et ce sujet des outils pose concrètement la question du pilotage harmonisé de la politique fédérale entre la Ligue et ses comités départementaux. Et il vous sera proposé d'apporter des améliorations au cours de notre Assemblée générale sur la base des conclusions du groupe de travail sur les relations Ligue-Comité dont Alain a fait la synthèse au dernier congrès fédéral, lesquelles ont été remarquablement mises en forme par la commission des statuts et règlements qu'il faut remercier. Alors, doit-on agir pour la majorité des clubs ou doit-on agir pour la majorité des licenciés? Cette question est clé, car elle conditionne notre processus démocratique. Mais notre choix de gouvernance est dicté par la mission de service public, agir pour le plus grand nombre. Soit des licenciés, soit des pratiquants. Notre fédération est unique au monde. Avec presque 1 million de personnes, on ne sera jamais d'accord sur tout. La gouvernance au sens large, telle que décrite il y a un instant, se doit d'agir pour les intérêts du plus grand nombre que vous représentez suite au mandat qui vous a été confié. Lequel mandat repose sur le nombre d'adhérents des clubs qui fait leur force économique. Car derrière la réalité associative de chaque club, il y a bien une relation économique qui se base sur les dépenses et les recettes de leur budget annuel pour proposer une offre sportive en réponse à une demande de pratique des adultes, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants. On peut même se demander comment a-t-on fait pendant toutes ces années pour en garder autant quand les 3/4 des 7-18 ans ne font aucun match homologué dans l'année et que les 3/4 des adultes sont des non classés ou 4e série. La sagesse commanderait de s'occuper donc des 708 000 licenciés qui sont
soit jeunes non compétiteurs, soit non classés aux 4e séries. Nous allons le voir en fin de journée avec les avancées du projet licence. Mais en attendant, la question clé est comment faire pour les intéresser plus à la vie fédérale? Comment partager ce bien commun, ce bonheur de jouer au tennis dans un club affilié? La réalité, mesdames et messieurs, c'est que ce bien commun, qu'est le match codifié, nous l'avons, au fil des ans, inconsciemment raréfié. Nos deux modèles de compétition pour les clubs pendant des décennies ont été d'une part la Coupe Davis, et plus tard la Fed Cup, et de l'autre le tournoi de Roland-Garros. Alors que le tennis est à la base un sport de duel qui se joue à 2 ou 4, au fil du temps, on a fait du match codifié une composante exclusive, soit des interclubs, soit des tournois. Et on a rejeté, dans une catégorie dite de loisirs, tous ceux qui font des matchs pour le plaisir. Comme disent les jeunes, quand on y pense, ça pique un peu. Cet espace entre les deux, nous avons contribué à le combler par les matchs libres pour les jeunes, dont vous avez reçu les stats hier. 14 000 depuis le 1er septembre. Eric Vandenberg, DE du TC Noyonnais dans l'Oise, Ligue des Hauts-de-France. Premier club français utilisateur des matchs libres, 303 licenciés, 102 enfants de catégorie 12 ans et moins à la fin de la saison dernière. Un D a déclaré dans le dernier Tennis Info au sujet des matchs libres. Mon école de tennis revit. Les gamins parlent des matchs, des palmarès. Ils vont sur TenUp, comparent leurs victoires, recalculent les points. On se rend compte que ce classement, souvent décrié, n'est pas forcément un blocage. Il ajoute, je retrouve cet esprit de compète très sain qu'on avait perdu et c'est vraiment sympa. Fin de citation. En donnant la liberté de jouer sans contrainte, les matchs vont produire des indicateurs simples de premier match, de 20 matchs, de 40 matchs, et par celui de fidélisation des 14 ans à l'issue de Galaxy Tennis. En agissant ainsi, en transformant ainsi, nous créons des repères simples et communs pour tous les clubs, qui vont constituer des éléments de comparaison, mais aussi d'émulation avec les autres. Au plan externe, un débat est en train de poindre sur notre modèle de gouvernance. Il est intéressant et là aussi il mérite d'être nourri pour garantir à notre organisation l'agilité, la compacité et la réactivité et le dynamisme face aux 6 autres governing bodies que sont les 3 grands chelems, l'ATP, la WTA, sans oublier l'ITF, qui obéissent tous à des modèles culturels anglo-saxons. Daniel reviendra demain sur comment nous serons en mesure de tirer parti de la francophonie pour peser dans le monde et ramener vers nous d'autres cultures, autour d'une vision encore plus universelle du développement de notre sport. C'est ainsi qu'il nous faut avancer. En luttant pied à pied pour défendre nos actifs, en étant présents partout, en nouant des alliances stratégiques de haut niveau, comme celle que nous avons conclue avec Infosys. Car dans les années qui viennent, la data vaudra aussi cher que le pétrole. Pour aller de l'avant, il faudra de plus en plus utiliser la technologie pour consulter les joueurs et les clubs. Cela nous permettra, avec nos instances de proximité, de répondre aux attentes spécifiques des acteurs via ce que nous avons appelé le carré de service. Les services aux licenciés par le club, le service au club par le comité avec le renfort éventuel de la Ligue, les services de la Ligue au comité
avec le renfort de la fédération et les services de la fédération à l'écosystème du tennis français et mondial. Voilà, nous arrivons au terme de ce propos et j'ai envie de dire que jamais notre fédération aura eu un mandat avec un cadre d'autant de changements et d'enjeux majeurs. Tout ceci est le résultat à la fois de la nécessité d'adaptation à un univers de plus en plus complexe et concurrentiel, notamment au plan international. Jean-François Villotte y reviendra demain, mais aussi de notre volonté d'agir et donc de transformer pour placer notre fédération sur la voie du succès. Vous allez pouvoir mesurer au cours de cette Assemblée générale le chemin que nous avons parcouru cette année, je dirais même depuis 3 ans, grâce à la confiance tissée entre l'engagement des élus et le professionnalisme de nos collaborateurs, tous totalement dévoués au projet fédéral. Je les remercie tous, les uns et les autres, sans exception. Mais tout ceci, nous n'avons pu le réaliser que parce que vous étiez présents sur le terrain auprès des clubs et que vous avez délivré au quotidien le même engagement et la même passion pour l'action fédérale. Et je vous en remercie chaleureusement. Alors soyons confiants dans notre connaissance partagée de la chose fédérale pour apprécier tout ce qui va suivre. Bonne Assemblée générale à toutes et à tous.